Très chers élèves, aujourd'hui nous continuons notre chapitre 4 d'histoire consacré à la France dans la Seconde Guerre mondiale. Nous avons vu dans la vidéo précédente en quoi l'humiliante défaite de mai-juin 1940 a profondément divisé les Français et a laissé en quelque sorte les pleins pouvoirs à un homme qui faisait figure d'homme providentiel, c'est-à-dire de sauveur de la France. Il s'agissait alors du maréchal Pétain. Alors justement, le régime de Vichy, je vous ai dit ce qui est le nom commun donné au régime politique mis en place par Philippe Pétain, aussi appelé Révolution nationale, est marqué par la collaboration. Finalement, après la défaite face à l'Allemagne, il y a deux attitudes possibles. Soit on collabore et on travaille avec les Allemands, soit au contraire on résiste et on cherche à poursuivre la lutte. Eh bien, Pétain, lui, s'illustre par la collaboration. Donc on va voir aujourd'hui en quoi son régime, que l'on peut qualifier de fasciste, fasciste, vous savez, c'est du nom du régime de Benito Mussolini en Italie, c'est un régime très autoritaire d'extrême droite, où on a un parti unique, une police politique omniprésente et de fortes persécutions contre les communistes. Donc là, effectivement, ce régime a toutes les caractéristiques d'un régime fasciste. On peut utiliser autoritaire comme synonyme. C'est pas exactement un synonyme, mais en troisième, on ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est un régime fasciste. Donc en gros, un régime autoritaire. Ensuite, on va voir en quoi c'est un régime antisémite. Donc ça, nous l'avons déjà vu dans le chapitre 2. Un régime antisémite, c'est un régime qui a la haine des juifs. Et enfin, un régime collaborateur, c'est-à-dire un régime qui travaille activement du côté de l'Allemagne, qui souhaite la victoire du Troisième Reich dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, autant nous travaillerons dans la prochaine vidéo le très célèbre appel du 18 juin de Charles de Gaulle, mais il s'agit de l'appel du 17 juin de Philippe Pétain. On est sur le point de signer l'armistice. L'armistice va être signé le 22 juin. Et là, Pétain, par la radio, lance un appel aux Français que je vais vous lire. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle remplit nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leurs angoisses pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Alors, cet appel de Pétain, il est très intéressant parce que il résume l'essentiel de ce qui fait le régime de Vichy. Ce qui fait déjà le régime de Vichy, c'est ce culte de la personnalité sur Pétain. Vous voyez le nombre de fois où il dit je, comment il cherche à se mettre en valeur. Et c'est pas tant en tant que personne qui se met en valeur, mais en tant qu'ancien combattant. Il dit qu'il a l'affection de l'armée, il dit qu'il a l'appui des anciens combattants, il rappelle que j'ai eu la fierté de commander. Bon, on voit même des termes qui sont un peu étranges. Il parle d'admirable armée. Bon, admirable, elle a été vaincue en 1 mois et demi, quand même. Bon, qui lutte avec un héroïsme. Oui, il y a eu de l'héroïsme, mais bon, ce qui caractérise, si on revoit la vidéo précédente quand même sur la défaite de 1940, je pense qu'à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas dit, tiens, quelle admirable armée française qui a lutté avec héroïsme. Donc là, il réécrit un petit peu l'histoire, Pétain. Il se place comme vraiment celui qui est légitime pour parler aux soldats. Il exploite ce passé de la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'a joué aucun rôle militaire durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait 84 ans, le pauvre, il y avait autre chose à faire. Il a une pensée aussi pour ces 6 millions de Français sur les routes. On a parlé de l'exode, vous savez, tous ces Français qui ont quitté le nord de la France pour se réfugier à l'abri des combats. Et enfin,
et ça c'est très intéressant, cette dernière phrase, que tous les Français se groupent derrière moi et fassent taire leur angoisse. En gros, si je résume un peu familièrement la pensée de Pétain, c'est « vous inquiétez pas, je gère ». C'est vraiment ça, c'est quand bien même vous auriez l'impression que je collabore, que je fais des choses un peu douteuses, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Et ça explique qu'en 1945, il y avait encore des Français qui étaient convaincus que Pétain jouait un double jeu, que c'était un résistant de l'ombre, que De Gaulle était l'épée et que lui, il était le bouclier. En fait, il n'était rien du tout. C'était un opportuniste qui a mis en valeur son passé de la Première Guerre mondiale, qu'il a fait en sorte de rendre glorieux, qu'il n'était pas forcément, et qui, en s'appuyant sur cette intense propagande, a pris les pleins pouvoirs. Pétain, c'est un opportuniste, c'est tout. Mais c'est intéressant de voir comment il se place. Et ça, bon, c'est pas le seul politicien qui utilise ces figures rhétoriques, c'est-à-dire de laisser croire qu'en accédant au pouvoir, il se sacrifie. Cette phrase très, très, très célèbre, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. On a l'impression que c'est Jésus là, qui va mourir pour expier les péchés du monde. Bon, je fais le don de ma personne, oui, bon, il prend les pleins pouvoirs. Hein. Bon, donc, quoi qu'il en soit, on voit que Pétain, dès son accession au pouvoir, va instaurer une dictature dans laquelle il va concentrer l'essentiel des pouvoirs, hein, exécutif, législatif, judiciaire. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Voilà, c'est Pétain qui décide et on applique. Il instaure un culte de la personnalité qu'on peut voir à travers deux principaux éléments. Déjà, le fait que la propagande le présente comme le sauveur de la France. Voilà, c'est celui qui va éviter les malheurs à la France. Et enfin, surtout, le nouvel hymne. C'est-à-dire que la Marseillaise n'est plus l'hymne de la France, sous le régime de Vichy. Le nouvel hymne, c'est Maréchal, nous voilà. Donc là, on voit que ça s'adresse directement à Pétain. Et puis, Maréchal, c'est le grade le plus élevé dans l'armée. Hein. Donc on rappelle quand même ce passé glorieux de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'exercice que je vous demande de faire, c'est d'écouter Maréchal, nous voilà. Donc vous avez le lien là qui s'affiche. Et de voir finalement en quoi cet hymne valide un culte de la personnalité. Déjà, de qui cet hymne fait le culte de la personnalité et qu'est-ce que l'on souligne chez ce personnage. En quoi l'hymne Maréchal nous voilà essaye de valoriser certains traits de la personnalité du maréchal. Donc voilà, ça c'est l'exercice que je vous demande de faire. Alors, il n'y a pas que l'hymne de la France qui change, il y a aussi la devise. Vous l'avez ici, hein. Il n'est plus question de liberté, égalité, fraternité. Bon, il faut dire que de toute façon, liberté, dans un régime autoritaire, il n'y en a plus beaucoup. Égalité, on va le voir dans la suite du cours, les juifs auront un statut spécifique qui va les mettre en situation d'infériorité par rapport aux autres Français, donc l'égalité, il n'y en a plus beaucoup non plus. Et la fraternité, pas vraiment non plus. Donc du coup, l'hymne, ça devient le travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie, on a à nouveau un triptyque, mais voilà, peut-être plus conservateur. Cette idée, c'est faites des efforts, faites des enfants et croyez dans le destin de la nation. Et vous voyez à travers cela la médaille, ancien militaire, les 7 étoiles là, sur le bâton de maréchal, là, ça représente le grade de maréchal. Très souvent, sur les œuvres de propagande, vous avez une référence comme ça au grade de maréchal. Et puis on a cette idée, regardez, le monde agricole travaille, le monde industriel travaille, même les marins, et on fait 2 enfants pour repeupler la nation. La nation personnifiée aussi par le coq, qu'on voit ici, puis la Francique, ouais, symbole. Bon, bref, en tout cas, nouvel hymne, nouvelle devise, et même nouvelle capitale pour la zone libre qui est Vichy. Vichy qui est choisie parce qu'elle est près de la ligne de démarcation et parce qu'il y a de nombreux hôtels pour installer les différents ministères. Le nord de la France, quant à lui, est sous occupation allemande. Alors, le nord est aussi toute la façade atlantique. Hein. Les nazis veulent vraiment contrôler cette région pour éviter tout débarquement. Bon, ça ne va pas marcher, puisqu'on voit le débarquement de Normandie en juin 1944, que vous avez vu dans le chapitre précédent. Et aussi, celui dont on parle moins souvent, mais le débarquement de Provence,
en août 1944. Il y a eu 2 débarquements qui ont contribué à libérer la France, c'est bien de le savoir. Et puis l'Alsace ici et la Moselle qui là sont carrément annexés à l'Allemagne. Donc voilà en gros pourquoi le régime de Vichy est un régime autoritaire. Hein. On voit qu'on a un culte de la personnalité focalisé sur la personne du maréchal Pétain. On change d'hymne, on change de devise et tout est centré autour de Pétain. Il faut imaginer hein, que tous les écoliers, collégiens, lycéens, avant de commencer leur journée de cours, devaient se lever et chanter Maréchal nous voilà. Donc cet hymne, Maréchal nous voilà, il a eu une importance considérable durant les années d'occupation, véritablement. Alors maintenant, on va voir en quoi c'est un régime antisémite. Alors tout d'abord, c'est un régime antisémite parce que dès le 3 octobre 1940, donc vous voyez, on est à peine quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Pétain, et bien tout de suite on légifère sur les juifs et on leur empêche d'accéder à un certain nombre de professions. Notamment, toutes les professions qui leur permettent d'avoir une influence sur l'opinion publique, c'est-à-dire ils ne peuvent plus travailler dans les médias, un rédacteur de journaux, etc. Ils ne peuvent plus travailler dans l'enseignement, ni dans l'armée, ni dans la fonction, ni accéder à des fonctions politiques. Et on voit aussi que la définition que Pétain donne du juif est la même que celle des nazis lors des lois de Nuremberg, hein, qu'on a vu dans le chapitre 2. C'est-à-dire que pour eux, le judaïsme, ce n'est pas tant une religion qu'une race. Donc ce n'est pas votre pratique religieuse qui fait de vous un juif, c'est le fait que vos grands-parents soient juifs. Alors si 3 de vos grands-parents sont juifs, vous-même, vous êtes juif. Voilà. Alors c'est un peu subtil. 3 grands-parents qui sont juifs ou 2 grands-parents de juifs, si votre conjoint est juif, ça fait de vous un juif. Bon. Donc il y a une définition raciale de ce qu'un juif qui est assez proche finalement de ce qu'on observe dans les lois de Nuremberg mises en place par Hitler à son arrivée au pouvoir. Donc déjà là, on a sur le plan du droit, les juifs ne sont pas considérés comme des citoyens ordinaires. D'ailleurs, ils vont devoir porter une étoile jaune. Voilà, ils sont vraiment stigmatisés, humiliés et mis de côté dans la société. Alors ça va aller plus loin. Parce qu'en 1942, le président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre Pierre Laval, va véritablement accentuer l'aspect antisémite du régime. C'est notamment sous Laval que se met en place la tristement célèbre rafle du Veldiv, en juillet 1942, donc ça c'est vraiment une date à connaître, la rafle du Veldiv, parce que l'État français a arrêté près de 13 000 juifs qui ont ensuite été déportés vers les centres de mise à mort de Pologne. Il y a eu très très peu de survivants. Je crois que sur les 13 000 juifs déportés, il y a eu seulement 100 survivants. 100 survivants, sachant que voilà, il y avait 5 000 femmes, je crois, 4 000 enfants. Ça touchait vraiment toutes les populations. Et d'ailleurs, là, un rôle très contestable de l'État parce que les Allemands n'ont réclamé que des adultes. Et c'est Pierre Laval qui a insisté pour que les enfants soient déportés avec les adultes. Alors, il y a quelque temps une polémique sur un éditorialiste qui prétendait que le régime de Vichy a défendu les juifs français. La communauté historienne est assez unanime pour dire que non, l'État de Vichy n'a pas défendu les juifs français. Ils ont aussi été déportés. S'il y a une différence entre juifs étrangers et juifs français, c'est qu'on va dire que le régime de Pétain a cherché à se débarrasser en premier des juifs étrangers. Certes. Mais ensuite, il n'a pas montré beaucoup de résistance pour sauver quelques juifs français que ce soit, y compris les enfants. Donc, il est coupable de collaboration et il est coupable de participation active à ce crime contre l'humanité qu'est la Shoah. Parce que si les juifs n'ont pas été exterminés sur le sol français, c'est néanmoins la police française qui a raflé les juifs. C'est-à-dire une rafle, c'est une arrestation massive de personnes, hein, et qui ensuite les a donnés aux autorités allemandes. C'est-à-dire que dans la rafle du Veldiv, il n'y a pas... les Allemands ont donné des ordres, mais aucun Allemand n'allait rafler le moindre juif. C'est la police française qui s'en est occupée. D'où le fait que du coup, l'État français a une responsabilité dans cette rafle du Veldiv.
Et ça, il a fallu attendre très longtemps pour que la France regarde se passer en face. Hein. C'est sous Jacques Chirac que la première fois la France a reconnu cette responsabilité. Alors pourquoi on l'appelle la rafle du Vel-d'Hiv? C'est le vélodrome, hein, le Vel. On voit là la piste de vélo d'intérieur, hein, d'hiver. Pourquoi cet endroit? Eh bien, il fallait un lieu où on puisse mettre un grand nombre de personnes, hein, puisque c'était quand même 13 000 juifs qui ont été raflés, pas très loin de Paris. Bon, alors, il y a un film qui parle de ça, il s'intitule La Rafle. C'est un beau film, vous pouvez le voir, parce que on est en juillet 1942, il fait énormément chaud, il n'y avait qu'un seul point d'eau, et en fait, il y a eu énormément de juifs qui sont morts pendant la rafle. Ils sont morts de manque d'accès à l'eau, il y a eu des suicides, bon. Quoi qu'il en soit, hein, la rafle du Vel-d'Hiv, c'est vraiment le point extrême de la politique collaborationniste antisémite de la France. Donc, dans vos copies, c'est à mettre. Donc on a vu que le régime de Pétain était autoritaire, on a vu qu'il était antisémite, et bien maintenant nous allons voir qu'il était collaborateur. Alors, 3 aspects. Déjà, la milice est créée. Alors qu'est-ce que la milice? C'est une sorte d'organisme paramilitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'armée. Ça fonctionne comme l'armée, mais ce n'est pas l'armée. Il y a de volontaires qui veulent aider l'occupant allemand. Oui, c'est des gens qui se disent moi, je veux aider les troupes d'occupation allemandes à débusquer les communistes qui se cachent, les résistants, les juifs. La milice, c'est près de 30 000 volontaires en France durant la Seconde Guerre mondiale, donc 15 000 ont joué vraiment un rôle très actif. Dans votre manuel, page 80, document 6, vous avez un témoignage d'un milicien qui est assez intéressant parce qu'on voit qu'il est fier du rôle qu'il a joué, qu'il dit être très estimé des Allemands, et c'est lui qui va donner des indications aux Allemands, parce que les Allemands, ils ne sont pas chez eux. Ils ne connaissent pas le territoire, ils parlent souvent assez mal la langue, alors que les miliciens, eux, ce sont des Français qui connaissent les opinions politiques des uns et des autres, et qui vont vraiment jouer un rôle funeste dans l'aide portée aux Allemands. La traque des résistants et des Juifs ne se serait pas passée aussi bien pour les Allemands s'il n'y avait pas eu d'aide vraiment de la part des miliciens. Et là, on voit des résistants arrêtés par des miliciens, parce que vous voyez qu'ils n'ont aucun insigne nazi. Et là, c'est des Français qui arrêtent d'autres Français. Donc ça, c'est un aspect de la collaboration. Alors parfois, ça allait encore plus loin. Il y a eu ce qu'on appelle la division Charlemagne. C'est la 33e division de la Waffen-SS. Là, c'est carrément des volontaires français qui sont partis se battre en URSS pour tuer des communistes. C'est près de 7300 volontaires partis se battre dans l'armée allemande. Eux, c'était vraiment des extrémistes pro-nazis à 100%. Donc la milice, eux, c'est une sorte d'aide aux troupes d'occupation sur le territoire français. La division Charlemagne, c'est des Français qui sont partis se battre dans l'armée allemande, mais à l'étranger, notamment contre les communistes. Et enfin, le STO, le service du travail obligatoire. Alors au début, l'idée, ça s'appelait la relève, c'est-à-dire pour libérer les prisonniers de guerre français en Allemagne, on envoie des jeunes travailleurs, sauf qu'il n'y avait pas de volontaires, ça n'a pas marché. Donc, à partir de 1942, le STO devient obligatoire, d'où le O dans obligatoire, et les jeunes doivent aller travailler en Allemagne. Alors cette mesure, elle est très impopulaire. Et du coup, beaucoup de jeunes vont rejoindre le maquis, c'est-à-dire se cacher dans les montagnes et rejoindre les réseaux de résistance pour refuser de faire le STO, c'est-à-dire de partir travailler en Allemagne, parce que l'industrie allemande a du mal à fonctionner, parce que la majorité des hommes allemands se battent dans l'armée, alors les femmes prennent le relais, mais il manque de main-d'œuvre. Et donc du coup, les Allemands demandent aux pays occupés de fournir de la main-d'œuvre. Donc voilà, encore un point qui montre que finalement la France, elle a travaillé militairement, mais économiquement aussi, du côté de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Donc si je résume, le régime de Vichy était autoritaire. Pétain dispose des pleins pouvoirs, il instaure un culte de la personnalité, il a l'hymne maréchal nous voilà. Il est antisémite, il crée un statut spécifique pour les juifs, il y a eu la rafle du Vel-d'Hiv. Et les collaborateurs, il a instauré la milice, la division Charlemagne, le STO. Alors, ce fait de diviser finalement cette partie en 3 points, c'est directement inspiré d'un sujet qui est déjà tombé au brevet des collèges, qui était montré que le régime de Vichy était autoritaire, antisémite et collaborateur.
Et donc vous voyez, il faut définir ce qu'on entend par autoritaire, antisémite, collaborateur, et donner au moins à chaque fois 2 exemples. Donc en gros, si vous tombez sur ce sujet-là, vous pouvez réutiliser ce que vous avez vu dans cette vidéo, hein. Donc vous définissez les termes, vous donnez des exemples, et donc vous faites un plan en 3 parties pour faire votre développement construit. Vous voyez aussi donc qu'un développement construit ne porte pas forcément sur l'intégralité d'un chapitre. Dans un chapitre d'un développement qui demande de prouver que le régime de Vichy est autoritaire, antisémite, collaborateur, il ne s'agit pas de trop parler de la défaite de 1940 ni de la résistance. Il faut parfois, donc c'est très variable. C'est très variable. Des développements construits peuvent vous demander de restituer la globalité d'un chapitre ou parfois de vous focaliser sur un seul élément, d'où l'importance d'avoir quand même un certain nombre de connaissances. Et bien sur ce, je vous dis au revoir. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons l'attitude inverse, hein, c'est-à-dire que si des Français ont collaboré activement du côté de l'Allemagne, et bien au contraire, d'autres Français ont lutté au péril de leur vie pour rejoindre la résistance et le combat de ce qu'on appelait la France libre du général de Gaulle. Sur ce, travaillez bien, n'oubliez pas de faire l'analyse de l'hymne Maréchal nous voilà, et on se retrouve très bientôt pour étudier au contraire le combat de Gaulle et de la résistance.